Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La République de Guinée réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution aux différends autour de la question du Sahara marocain. Position exprimée aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré, lors d'un point de presse avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Également au menu de ce journal, le lancement officiel du cadre national de certification. Objectif, favoriser la mobilité académique des étudiants-chercheurs et des professionnels des deux rives. La diversité du Maroc est dignement célébrée lors du Festival international du cinéma de la diversité de Casa. Des projections, des tables rondes et des ateliers qui mettent en avant la richesse culturelle du royaume. Adoption hier soir à la majorité à la Chambre des représentants du projet de loi cadre 51 et 17 relatif au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Le texte a obtenu 241 voix favorables alors que 4 membres de la Chambre ont voté contre et 21 se sont abstenus. Lors de cette séance plénière, le ministre de tutelle a qualifié d'extrêmement important ce texte. Il permettra, dit-il, à notre pays de se doter d'un texte référence qui sera garantir la durabilité de la réforme du secteur ainsi que les conditions d'un nouvel essor de l'école marocaine. Je vous le disais en titre, la République de Guinée réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution aux différends autour du Sahara marocain. Position exprimée aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré. C'était lors d'un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Les développements avec Mohamed El Shkar. Le Royaume du Maroc et la République de Guinée sont liés par des relations solides et très fortes, exemplaires même sur le plan de la coopération et de la solidarité sud-sud prônée par le Maroc. Nous avons passé en revue les accords qui ont été signés entre les deux pays, accords qui sont presque tous mis en œuvre, en tout cas qui avancent très très bien dans le sens de cette fraternité, de cette solidarité. Nous avons discuter aujourd'hui du caractère exceptionnel de la relation entre les deux pays, des relations qui ont une profondeur historique, une richesse humaine, des relations qui ont connu à la faveur des 2 visites royales en 2013 et en 2017 un développement important. À l'occasion de ce point de presse, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chef de la diplomatie guinéenne a réitéré le soutien de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sahara marocain. Nous avons aussi profité de cette mission pour réitérer la position guinéenne, l'engagement de la Guinée auprès du Maroc et pour soutenir les positions et les initiatives marocaines sur l'échiquier international et plus particulièrement sur cette question de Sahara où la Guinée a clairement défini sa position en faveur de l'initiative de l'autonomie qui est d'ailleurs la seule solution que le Conseil de sécurité a retenue. La République de Guinée et le Royaume du Maroc avaient signé à l'occasion de 2 visites de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Conakry de nombreux accords de coopération allant de la formation professionnelle aux activités génératrices de revenus à travers des points de débarquement aménagés ou encore aux partenariats public-privé, les PPP, dans divers domaines. Lancement officiel aujourd'hui à Rabat du cadre national des certifications. Objectif, positionner tous les diplômes et les certificats décernés au niveau national par rapport aux standards internationaux et favoriser également la mobilité académique et professionnelle entre les professionnels des deux rives. Les détails avec Mohamed El Shkar. L'enjeu est de taille. Former des compétences universitaires et professionnelles plus adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Un nouvel instrument adopté, un instrument de régulation des certifications. Le processus est lancé dès 2007. Résultat, le système d'éducation et de formation bénéficie désormais de l'expertise européenne en la matière.
Dès le début, quand le Maroc a commencé à regarder les opportunités qui sont dans ce cadre de certification, on a partagé notre expérience, on a appuyé le Maroc avec nos programmes. Tout un cadre national des certifications est aujourd'hui annoncé, officiellement lancé, avec une grille hiérarchisant 8 niveaux de certification explicités à l'aide de 6 descripteurs. Le savoir, le savoir-faire, la complexité, la responsabilité et l'autonomie, l'adaptabilité et enfin la communication. Ceci donnera une forte impulsion aux jeunes, à la reconnaissance des diplômes au plan international et également à la compétitivité des entreprises. Ce nouveau cadre national des certifications permettra notamment de faciliter la continuité et la progression dans le parcours académique et professionnel et de rapprocher l'offre de formation aux besoins du marché de l'emploi. Ça ne permet pas seulement de se déplacer, accéder aussi aux universités et le marché européen, mais aussi être plus adapté au marché de l'employabilité ici au Maroc. On a des standards, on peut montrer qu'est-ce qu'on a fait. On a un standard pour ce qu'on base de référence pour dire moi j'ai des qualifications, j'ai des compétences et je peux le testifier. Le nouveau cadre national permet désormais de mettre en œuvre un système d'assurance qualité pour les certifications proposées au Maroc. Un mot d'économie cette fois-ci, le partenariat commercial entre le Maroc et la Chine est stratégique et les deux pays aspirent à plus. Un business dialogue de haut niveau a eu lieu aujourd'hui à la CGEM entre une dizaine d'opérateurs chinois et leurs homologues marocains. Au centre des échanges, l'examen des moyens pouvant booster ce partenariat. Sofiane Ibrahimi et Sarah Katir. C'est une importante délégation chinoise du Conseil de la promotion de la coopération Sud-Sud qui est en visite au Maroc. Composée d'une 50aine d'entreprises chinoises, la délégation a pour mission celle de fructifier encore davantage le partenariat commercial et économique sino-marocain. Pour nous, c'est une opportunité nouvelle de confirmer d'abord notre engagement en tant que secteur privé. Je souligne qu'à l'intérieur de la CGM, il y a une commission importante qui travaille sur cette relation pour l'accompagner, pour la stimuler. Et ça dénote aussi de l'intérêt que représente le Maroc sur un plan stratégique et sur le plan du développement des échanges. Renforcer les relations économiques avec le Maroc est l'objectif de cette visite. Et en plus des grandes sociétés, les petites et moyennes entreprises chinoises sont aussi intéressées par le marché marocain. Le Maroc intéresse les entreprises chinoises. Il dispose d'une expertise reconnue sur l'échiquier africain et son secteur privé dispose d'une riche expérience à travers des investissements initiés par des opérateurs économiques dans plusieurs domaines, dans le BTP, les industries pharmaceutiques ou encore l'immobilier. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal avec d'abord l'occupation israélienne qui a entamé hier la destruction controversée d'une dizaine de bâtiments palestiniens à Al-Quds, une opération qui se poursuit et qui est en flagrante violation du droit international. Les condamnations fusent d'ailleurs de partout. L'Union européenne et l'ONU déplorent cette démolition qui survient dans des zones pourtant sous contrôle palestinien. En Espagne, le Congrès des députés a rejeté aujourd'hui l'investiture du candidat du Parti socialiste Pedro Sánchez comme président du gouvernement. Sánchez, qui pour rappel n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue requise lors de ce premier vote d'investiture. Le chef du gouvernement sortant critique pour sa part. Il critique les votes négatifs des partis populaires et de Ciudadanos. Une véritable crise politique se profile à l'horizon. Boris Johnson, vainqueur de la course au Downing Street, il a été officiellement élu aujourd'hui à la tête du Parti conservateur pour succéder à Theresa May. Le prochain Premier ministre britannique aura la lourde tâche de gérer l'épineux dossier du Brexit. Les observateurs craignent qu'il peine à en maîtriser les subtilités pour le faire aboutir. C'est l'un des plus anciens arbres du monde et il se trouve à l'ouest de la Pologne, plus exactement dans la forêt de Rogalin. Il mesure plus de 9 mètres de diamètre et sa fière allure vient à nous rappeler qu'il a plus de 8 siècles. Une éternité pour l'homme, certes, mais un joli présage pour la nature et le besoin de toujours la protéger.
Retour à l'actualité nationale avec ce bulletin spécial de la météorologie nationale. De fortes averses orageuses par endroits de niveau orange concernent Taza, Gersif, Taourirch, Sfro, Boulmen, Ifren, Figig, Midelt et Bni Mellel. En revanche, une forte vague de chaleur intéresse d'autres provinces du royaume. Il s'agit de Taroudan, Tata, Assazag, Smara, Ousserd, Boujdor et Oued Daheb où les températures vont dépasser ou plutôt dépassent les 46 degrés. C'était il y a 50 ans, le 16 juillet 1969, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme a pu poser son pied sur la Lune. L'événement est célébré en boucle à travers le monde. C'est d'ailleurs le cas à Rabat, à l'initiative de l'ambassade des États-Unis au Maroc et de l'Association des astronautes marocains. Et des conférences, des tables rondes et des ateliers principalement dédiés aux jeunes Marocains passionnés par toutes les conquêtes, par toutes les formes de conquête. Abdelrahim Bencheikh et Dominique Orlando pour le commentaire. Le rêve un peu fou de pouvoir un jour marcher sur la Lune avait déjà été caressé en 1902 par le réalisateur français Georges Méliès à travers une fiction très poétique qui finira par être relayée par la science elle-même 67 ans plus tard. Les deux protagonistes de cette aventure extraterrestre ont pour nom Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et comme tout Américain, tout est possible fut leur devise. La conquête de l'espace et sa colonisation a beaucoup nourri la littérature et le cinéma. Ce que l'on constate, c'est que l'homme a su faire de ses rêves une réalité effective tôt ou tard. Aujourd'hui, nous parlons d'aller sur Mars. Nous nous en approchons. C'est bien de cela qu'il est aussi question dans cette commémoration, donner un sens à toutes les formes d'expansion humaine, offrir à tant de jeunes gens pleins d'idées toutes les latitudes techniques nécessaires pour un jour y parvenir. Nous nous dirigeons pour le futur vers tant d'autres explorations qui iront bien au-delà de la Lune. Ça sera la préoccupation majeure des scientifiques à l'avenir. La galaxie a tant d'autres secrets à nous révéler. Révélation est donc le mot qui convient à toute forme de découverte venant de l'au-delà, c'est-à-dire de vraiment très loin. Pour les premiers astronautes de l'histoire, combien fut impressionnante la vision de notre planète Terre à près de 400 000 km de distance. Depuis la Lune, c'est comme si l'on en mesurait la fragilité. C'est un événement qui célèbre la diversité dans toute sa splendeur. Je vous parle du Festival international du cinéma de la diversité. Il s'est ouvert hier à Taza avec un programme aussi riche que varié. Cette manifestation incarne parfaitement les valeurs du partage dans un Maroc pluriel. Mustafa Zahiri, Zakaria Moukhenbillah. Taza, source de l'eau. Cette production de 26 minutes met en exergue plus de 30 sources d'eau à Taza. Présenté lors de la soirée d'ouverture du festival, le film documentaire de Roueder Bennani valorise la ville comme un réservoir d'eau, avec des trésors naturels et touristiques, capables d'attirer les amateurs du tourisme de montagne. La ville valorise ses atouts pour œuvrer au développement du secteur culturel. Le festival joue un rôle important dans la diffusion de la culture. Il contribue aussi à faire connaître la ville et ses beaux paysages. Plusieurs productions pourraient être filmées à Taza. L'édition de cette année est caractérisée par la participation d'une sélection de films imprégnés du sceau de la diversité, avec le cinéma canadien comme invité d'honneur. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par plusieurs hommages, dont celui rendu au réalisateur égyptien et président du jury, Ali Badr Khan, ainsi qu'à Daniel et Christine Gervais, les réalisateurs canadiens du long métrage Taza. Cet événement a ambition de dynamiser les activités culturelles et touristiques. À travers ce festival, l'objectif est aussi d'attirer les opérateurs touristiques. La ville et la province de Taza sont riches de plusieurs atouts naturels. Pour nous, ma famille, Christine, tout le monde, c'est un moment très spécial que l'on va partager avec les Tazis. Très honoré de l'hommage que le festival nous rend ce soir. Donc, c'est avec les amis marocains, avec les amis Tazis ici, tout le monde, c'est très spécial. La compétition officielle du festival connaît la participation de productions venues du Burkina Faso, d'Égypte, de Tunisie, des Émirats Arabes Unis, de France et du Canada.
9 films sont en lice pour les prix du festival, le Grand Prix, le prix de la diversité, de la réalisation, du scénario et les prix du premier rôle féminin et masculin. La diversité culturelle toujours, mais dans l'artisanat cette fois-ci, nos artisans Ma'allem s'en inspirent avec beaucoup d'amour et de passion. Ils confectionnent une palette assez large de produits, un savoir-faire ancestral mis en avant lors de la foire régionale de l'artisanat et d'Ifrane. Découverte avec Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. C'est une gymnastique de doigts qui nécessite patience et concentration. Entre ses mains, les fils s'entremêlent et tissent petit à petit ce napperon typiquement amazigh que cet artisan expose avec d'autres bijoux d'artisanat dans cette foire 100% régionale. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire connaître et commercialiser nos produits. Nous aspirons également à explorer de nouveaux horizons professionnels. Nous sommes satisfaites de notre participation à cet événement. Nous espérons y participer à d'autres salons, car ce type de foire nous permet de booster nos ventes. Broderie, dinanderie et vannerie, un florilège de création qui met en avant le savoir-faire de la région Fès-Meknès. Une région qui compte plus de 30 000 entreprises et coopératives d'artisanat et pas moins de 400 organisations professionnelles. Des artisans participent à cette foire régionale de 70 stands qui célèbre la créativité à travers les diverses composantes du secteur de l'artisanat, chacun avec son mode de vie, ses potentialités et ses richesses. Dans la région Fès-Meknès, le secteur de l'artisanat fait vivre plus de 260 000 personnes, dont 27% sont concentrés au sein de l'ancienne Médina de Fès. Quant au chiffre d'affaires de cette activité, il s'élève à plus de 4 milliards de dirhams. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Isla. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.